En 5 de la transition, cap ce soir sur les acquis de 2 départements ministériels qui constituent des piliers importants de la transition. Il s'agit des secteurs de l'administration territoriale et de la décentralisation et celui de la refondation de l'État. Sur ces chantiers, beaucoup d'actes ont été posés durant ce quinquennat. On peut citer l'adoption de la nouvelle constitution, la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national. Ils sont plus de 300 jeunes à prendre part à la 2e édition de l'Université d'été de la Confédération des États du Sahel. Les échanges seront essentiellement focalisés sur l'engagement des jeunes pour la construction de l'espace confédéral. La cérémonie était présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le convoi de ravitaillement de plus de 100 camions des FAMA annoncé par les autorités de la transition est arrivé à Kidal. Le convoi qualifié de l'espoir et de la souveraineté retrouvée a été accueilli avec ferveur par les autorités administratives et les forces vives de la 8e région. Les forces armées maliennes mènent également en ce moment des opérations de grande envergure. Des patrouilles sont organisées actuellement sur des axes routiers. Le but, la sécurisation des personnes et des biens et permettre à la population de passer le Mawlud dans la paix et la quiétude. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme est à Saint-Pétersbourg en Russie. Mahmoud Daffé prendra part demain au premier Forum international des cultures unies. La rencontre devra permettre aux différentes délégations d'échanger sur les industries créatives et des perspectives de collaboration entre institutions de divers pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 10 septembre 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Avec moi sur ce plateau, c'est Rabatili pour la lecture du communiqué. Bonsoir. Bonsoir. Barakissa Ouattara, mesdames, messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé le 26 juin 2025 à Bamako et à Riyad entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique relatif au financement de la contribution du Mali à l'augmentation du capital social du Fonds de solidarité africain. Par cet accord, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique octroie au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 4 413 816 900 francs CFA. Ce prêt permettra au gouvernement de s'acquitter partiellement de sa quote-part à l'augmentation du capital du Fonds de solidarité africain en vue de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit d'investissement. 2. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la carte nationale hospitalière. La carte hospitalière, selon les dispositions de la loi hospitalière, est un sous-ensemble de la carte sanitaire nationale. Elle fixe les normes ou standards des établissements hospitaliers publics et privés en vue de faire face de manière optimale aux besoins de santé de la population et de les mettre en adéquation avec la demande actuelle et ou future des services et soins de santé. À cet effet, elle détermine la catégorie de classement, les limites géographiques des zones de couverture administrative, la nature et l'importance des installations et des compétences nécessaires de chaque établissement hospitalier. Les évaluations, notamment celles de la qualité des soins dans les établissements publics hospitaliers, ont conclu à la nécessité de réviser la carte nationale hospitalière en vigueur, adoptée par le décret numéro 2016-04-70 PRM du 28 juin 2016 afin de corriger les insuffisances constatées et de tenir compte des réformes opérées ou en cours dans le système de santé. Le projet de décret adopté consacre l'approbation de la carte nationale hospitalière qui détermine pour la période 2026-2030 les exigences de base dans le domaine des soins et prestations, des ressources humaines, des matériels et équipements, des infrastructures, des installations de la logistique
et des types d'organisations dans les premières, deuxième, troisième et quatrième références des établissements hospitaliers publics et privés. Au chapitre des communications 1, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 4e édition de la Semaine nationale de la Réconciliation nationale. Cette 4e édition coïncide avec l'année de la culture au Mali, lui conférant ainsi une portée symbolique et stratégique particulière pour replacer l'héritage culturel au cœur du processus de réconciliation nationale. Le thème retenu pour cette année est héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. L'édition 2025 a pour objectif de valoriser le patrimoine matériel et immatériel sahélien comme levier de résilience et de cohésion, raviver la mémoire collective en célébrant l'héritage culturel commun de la Confédération AES, mobiliser les acteurs, notamment les femmes et les jeunes, dans la transmission des valeurs ancestrales de paix, mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de la Confédération des États du Sahel. Pour concrétiser ces objectifs, un programme d'activité participative sera mis en œuvre à travers des débats sur la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, des expressions artistiques et culturelles, des activités sportives, de plantation d'arbres et de remise du prix annuel pour la promotion de la paix au Mali. 2. Le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil des ministres du projet de création d'une société nationale de réassurance. Le marché malien des assurances connaît une dynamique de croissance soutenue tant en matière de primes émises que de diversification des produits. Cependant, une part significative des primes est transférée à l'extérieur du fait de l'absence d'une structure nationale capable de jouer un rôle de réassureur de référence. Cette situation limite la rétention des ressources financières dans notre économie et réduit la contribution potentielle du secteur à la mobilisation de l'épargne nationale et au financement de l'économie. C'est au regard de ces constats qu'il s'avère nécessaire de créer une société nationale de réassurance. La création de cette société permettra, entre autres, de renforcer la souveraineté financière en réduisant la dépendance vis-à-vis des réassureurs étrangers, conserver une partie des réassureurs étrangers, conserver donc une partie des primes plutôt cédées à l'étranger, gérer au mieux les risques complexes industriels, miniers, agricoles ou de catastrophes naturelles, contribuer au développement économique du pays à travers les placements du système bancaire, des bons et les obligations du trésor et aux canaux de placement, renforcer la professionnalisation des assureurs locaux à travers la création d'emplois spécialisés et le développement des compétences techniques de gestion des risques. 3. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 7e réunion du Comité régional de l'Alliance solaire internationale pour l'Afrique tenue à Accra au Ghana du 2 au 4 septembre 2025. La réunion avait pour objectif de stimuler les investissements dans l'énergie solaire et de renforcer les capacités institutionnelles afin d'aider l'Afrique sur le plan énergétique. Elle a été marquée par des sessions parallèles, entre autres, sur le rôle du secteur privé africain pour la transition énergétique, le financement catalytique, les technologies nouvelles et émergentes pour l'Afrique, l'intelligence artificielle et la numérisation en vue de favoriser la croissance accélérée des économies africaines propres. Dans son intervention, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a donné un aperçu sur les défis à la satisfaction des besoins énergétiques du Mali et l'engagement des autorités pour une transition énergétique à travers l'utilisation de l'énergie solaire pour le développement des secteurs de l'agriculture, de la santé et des mines. 4. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'organisation des sessions de formation des formateurs sur l'approche au sport pour le changement
Ces sessions de formation prévues du 8 septembre au 8 octobre 2025 enregistreront la participation des acteurs du monde sportif au niveau régional et national. Elles ont pour objectif de renforcer les capacités des encadreurs de jeunesse et des cadres sportifs à former des coachs communautaires sur l'approche au sport pour le changement. Ces sessions de formation s'inscrivent également dans la dynamique nationale de promotion de la citoyenneté active, de l'inclusion sociale et du développement du capital humain. B. De l'organisation du football UEFA U17. Cette compétition de football U17 de la Confédération africaine de football, prévue du 3 au 18 octobre 2025, se déroulera au stade Mamadou Konaté, au stade de Wenzin Koulibaly et au stade Diarra de Koulikoro. Le tirage au sort qui déterminera la composition des groupes et le calendrier de la compétition aura lieu le 15 septembre 2025. La désignation de notre pays pour abriter cette compétition de la zone A de l'UEFOA sera l'occasion de faire valoir une fois de plus son djatiya et de démontrer sa capacité d'accueillir des grands événements pour l'épanouissement de la jeunesse. 5. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a informé le Conseil des ministres des créations et des pertes d'emplois enregistrées en 2024 et au premier semestre 2025. Conformément à sa mission de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des données statistiques sur le marché du travail, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle réalise un suivi trimestriel des créations d'emplois effectuées par le secteur public et le secteur privé. Ainsi, les données recueillies font ressortir que le secteur public et le secteur privé ont créé respectivement 32 019 et 32 292 emplois courant à l'année 2024. 25 939 et 14 962 emplois au premier semestre 2025. Sur les mêmes périodes, les pertes enregistrées s'élèvent à 3 619 emplois pour 2024 et 2037 emplois pour le premier semestre 2025. 6. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la première édition du Forum sur le développement de l'agriculture dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, prévu du 18 au 20 septembre 2025 à Bamako. Cette édition inaugurale est initiée dans la perspective d'identifier les actions de synergie à développer dans le secteur agricole et de parvenir à une vision partagée du développement agricole favorable à la transformation durable des systèmes agricoles au sein de l'espace confédéral. Le forum vise spécifiquement à promouvoir la souveraineté alimentaire dans l'espace AES, définir une vision partagée du développement agricole au sein de l'espace confédéral, identifier les axes relatifs à l'harmonisation du cadre législatif et réglementaire du secteur agricole dans l'espace confédéral, informer et sensibiliser les potentiels investisseurs sur les opportunités d'investissement dans les filières agricoles stratégiques. Le forum se déroulera en 2 phases. La réunion technique préparatoire prévue les 18 et 19 septembre 2025. La réunion des ministres chargés de l'agriculture prévue le 20 septembre 2025. 7. Le ministre de l'élevage et de la pêche a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au Forum africain des systèmes alimentaires tenu à Dakar du 30 août au 5 septembre 2025. Ce forum était placé sous le thème « La jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires ». La délégation malienne était composée du ministre de l'élevage et de la pêche, du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, d'acteurs du secteur privé, d'institutions de recherche et de jeunes entrepreneurs maliens. Elle a pris part à plusieurs sessions stratégiques et a tenu des rencontres bilatérales avec des partenaires et institutions sur les systèmes alimentaires. En marge du forum, la délégation malienne a eu une rencontre avec la communauté malienne établie à Dakar.
8. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition a cependant appelé la population au strict respect donc des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà donc Barakissa Ouattara pour le contenu du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup Sira Bachili. Et nous vous l'annoncions hier, la libération de 2 policiers par les FAMA en collaboration avec les services de renseignement du Mali. Cette libération met en exergue l'efficacité de ces unités de défense et de sécurité dans la planification du pays. Dans la sécurisation du pays, les ex-otages ont été présentés hier au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, après un mois de captivité. Mohamed Diarra revient sur le rôle joué par les FAMA et les services de renseignement dans la libération des otages suivants. Discrétion et efficacité, c'est la combinaison de ces 2 qualités qui a permis la libération de ces 2 policiers des mains de leurs ravisseurs depuis 1 mois dans la localité de Bambara Maoudi. Les désormais ex-otages affichent une bonne mine, requinqués et prêts à servir la patrie sans calcul. Ils reçoivent les encouragements du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Un acte de réconfort, mais surtout d'engagement. Par la grâce de Dieu et l'implication de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, singulièrement l'implication des services de renseignement, ils ont été libérés lundi 8 septembre. Donc nous sommes venus leur présenter physiquement au chef de l'État qui leur a prodigué des conseils aussi pour dire que ça fait partie de notre vie. Quand on opte pour la vie militaire, on opte aussi pour certains risques. Et je tiens ici à remercier singulièrement les services de renseignement qui sont vraiment impliqués pour cette libération. Saluer leur professionnalisme, les féliciter pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Et dire aussi que ils sont parmi nous aujourd'hui. Ils seront pris en compte par une équipe médicale, notamment des psychologues. Et ensuite, ils vont regagner leur famille. Un exploit des FAMA et du service de renseignement qui rappelle d'autres actions similaires ayant permis la libération de beaucoup d'otages sur le sol malien. L'armée malienne est donc déterminée à défendre l'intégrité du territoire. Les forces de défense et de sécurité, partout où nous sommes, nous allons lutter contre le terrorisme. Cela ne va pas nous décourager, cela ne va pas nous dérouter de notre mission régalienne de défense opérationnelle du territoire, de la protection des personnes et de leurs biens. C'est aussi le moment d'avoir une pensée pieuse pour certains aussi de nos frères d'armes qui sont en captivité en otage, leur dire ceci. Nous sommes avec eux, ils ne sont pas seuls, ils ont notre message d'accompagnement et par la même occasion présenter les condoléances à ceux qui aussi n'ont pas pu avoir la chance de retourner parmi nous, ceux qui ont perdu la vie dans les geôles de ces groupes armés terroristes, leur dire à leur famille beaucoup de courage et leur présenter encore notre condoléance. Et au nom du chef suprême des armées et de toute la hiérarchie militaire, encore une fois, féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués pour la libération de nos 2 frères ici présents. Dans la lutte contre le terrorisme, chacun à son niveau doit se sentir comme un soldat pour venir à bout de ce fléau. Et je le disais également, le convoi de ravitaillement de plus de 100 camions est accueilli avec ferveur en 8e région. Les autorités administratives et les forces vives de Kidal ont réservé un accueil de grand jour aux FAMA qui ont conduit avec bravoure l'arrivée de ce convoi qualifié de celui de l'espoir et de la souveraineté retrouvée. Les détails avec Sidi Elmidi Ag Albaka et Moussa Togo. Les populations de la 8e région administrative ont accueilli avec soulagement l'arrivée du convoi de ravitaillement en produits de première nécessité et une importante quantité d'hydrocarbures. Ces gestes remarquables du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient mettre fin au calvaire des populations soumises depuis quelque temps à une rupture de certains denrées de première nécessité sur le marché. Face aux multiples difficultés d'approvisionnement de la région et à la demande de monsieur le gouverneur de la région, les plus hautes autorités ont donc pris 2 niveaux de décision pour donc assurer l'approvisionnement correct de la région de Kidal.
Et c'est ce qui se matérialise aujourd'hui avec l'arrivée de ce convoi. Un convoi qui arrive avec des vivres et des produits pétroliers. Et ces différents produits seront mis à la disposition de la population à travers des prix modérés et accessibles. La sécurité de cette opération de grande envergure, première du genre, a été assurée avec succès par les forces de défense et de sécurité maliennes. Il s'agissait pour nous non seulement de contribuer au transport des denrées, mais aussi par l'escorte d'assurer la sécurité du convoi de Gao jusqu'à Kidal. Et la mission a duré 5 jours. Les hommes du secteur 1 de l'opération du Koloko et du secteur 2 de l'opération du Koloko y ont participé avec détermination, engagement. Et nous avons vraiment constaté le succès éclatant de cette opération. Et nous nous réjouissons également de la satisfaction lisible sur le visage de la population de Kidal. Et je demande davantage à la population de nous soutenir par tous les moyens pour que les FAMA continuent d'engranger des succès dans l'accomplissement de leur opération. Au nom des opérateurs économiques, nous remercions les autorités de la transition, le soutien du général d'armée Assimi Goïta aux populations de Kidal est une source de fierté et nous nous engageons afin d'atténuer la souffrance des populations à accompagner les efforts de l'État afin de faire de Kidal une ville malienne où il fait bon vivre. L'arrivée de centaines de camions à Kidal témoigne de la volonté de nos forces de défense et de sécurité d'assurer aux citoyens maliens sur l'ensemble du territoire national un quotidien sain et serein. Les forces armées maliennes sont plus que jamais déterminées dans la sécurité des personnes et des biens. Et c'est là au prix de l'air son. Des patrouilles s'intensifient à l'intérieur du pays et principalement sur les axes routiers où des bandits et autres terroristes perturbent la quiétude des paisibles citoyens. En cette veille de la célébration du Maouloud, les unités FAMA sécurisent l'axe Kaï-Djema-Nyoro-Bamako. Des patrouilles terrestres appuyées par des opérations aéroterrestres rassurent les populations qui vaquent tranquillement à leurs occupations. Et justement, grâce à cette forte implication des FAMA, plusieurs milliers de fidèles musulmans sont déjà à Nioro du Sahel et à Kaï pour accomplir ses devoirs religieux. Selon les responsables des FAMA sur place, toutes les conditions sont réunies pour sécuriser les participants tant sur la route que dans les villes de Nioro et de Kaï. Suivons le compte-rendu de nos reporters Moussa Diakité et Kansoutou Kanouti. La situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée sur l'axe. Les militaires sont en patrouille nuit et jour. Les voyageurs sont rassurés maintenant. Il faut qu'ils continuent sur ça. Je viens de rentrer de Bamako et il n'y a rien de grave sur la route. Seulement, c'est fatigant à cause du mauvais état de la route. Nous saluons beaucoup nos militaires pour la sécurisation des voyageurs. Nous les invitons à continuer avec les patrouilles. En réalité, moi j'ai quitté Bamako le dimanche. On a passé la nuit à Djima. On est arrivé à Kaï ici vers 14h. En réalité, nous, on n'a rien constaté sur la route. Sur les plans sécuritaires, vraiment bon. Il y a beaucoup d'accalmie maintenant. Il ne faut pas qu'on donne la chance aux terroristes de nous terroriser. L'armée a la situation en main. Il y a beaucoup de compagnies à Kaï sur la route. Notamment en venant même, nous on a rencontré 7 compagnies. On est tous arrivés ici sans problème. L'anniversaire du baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, ou encore Ismou Nabiou, est une grande fête de retrouvailles à Nioro pour les fidèles musulmans. Elle mobilise chaque année autour du shérif des milliers de participants. Malgré le contexte sécuritaire, les FAMA ont réuni toutes les conditions pour que la rencontre se passe dans les conditions souhaitées. Plusieurs centaines de Amalistes du Mali et des pays voisins sont déjà présents à Nioro. Depuis un certain temps déjà, nous sommes à pied d'œuvre pour l'organisation réussie du Maouloud de 2025. Et dès qu'on a été informé par la hiérarchie pour dire que la délégation est dans notre zone de responsabilité, nous avons immédiatement dépêché nos forces pour d'abord aller sécuriser l'axe en un premier temps
et en un second temps escorter tout ce grand mouvement jusqu'à Nioro. Pour l'instant, tout se passe bien et nous souhaitons quand même que ce Maouloud 2025 là puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Conformément aux consignes qui nous ont été données, je peux rassurer la population que tout se passera dans de meilleures conditions. C'est le souhait de tous et nous pensons qu'avec la contribution de la population, tout se passera comme de bon. Les informations émanant de la population, ça nous donne un réconfort. C'est elle nos yeux et nos oreilles. Nous sommes plusieurs centaines de participants à être venus pour cette célébration du Maouloud à Nioro. Rien ne peut empêcher cette participation, même si nous devons mourir. La religion avant tout. Donc, sans se tromper, on peut déjà dire que toutes les conditions sont réunies pour que cette fête religieuse se passe dans les conditions idoines. Célébration du Maouloud, toujours, le Haut Conseil islamique de la région de Tombouctou a tenu une conférence sur les thèmes arguments pour célébrer le Maouloud. Ce cadre d'échange a pour but d'expliquer l'historique et les origines de la célébration du Maouloud. Les membres du Haut Conseil islamique de Tombouctou ont également saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques pendant la période du Maouloud. Reportage Saloum Konaté et Hassan Aïdara. Il s'agissait à travers cette rencontre d'expliquer l'historique du Maouloud, d'où le choix du thème « Argument pour célébrer le Maouloud ». Donner plus d'informations pour montrer la valeur du Saint-Prophète Mohammed. Une conférence qui parle du prophète, une conférence qui donne la légitimité pour fêter, pour manifester le Maouloud. Les preuves de la légitimité de célébrer le Maouloud, les titres, contenu et signification de quelques poèmes récités à l'occasion de l'anniversaire du prophète et quelques caractéristiques et vertus du prophète, paix et salut sur lui, ce sont entre autres les thèmes débattus par le conférencier pour davantage éclairer la lanterne des participants. J'appelle les leaders religieux de Tombouctou, d'ailleurs ils le font, de s'impliquer activement pour aider l'État à trouver la voie de la paix, à donner des sensibilisations, des informations nécessaires pour que la jeune génération ne soit pas tentée à épouser d'autres formes de religion qui auront comme résultat la destruction de notre société et du tissu social si nécessaire pour la cohésion sociale prônée par l'État du Mali. Des bénédictions ont été formulées par les membres du Haut Conseil islamique pour une paix durable dans notre pays. Et ce communiqué, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, les journées du jeudi 11 septembre 2025, fête du Maouloud, journée des célébrations du baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et du vendredi 12 septembre 2025, lendemain du Maouloud, sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Sur un tout autre plan, sorti hier de la 6e promotion des officiers stagiaires du cours du certificat de l'école d'état-major et des commandements de Koulikoro, c'était au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Ils sont au total 24 officiers, dont un personnel féminin. Pendant 3 mois, ces officiers stagiaires venus uniquement des différentes corporations des armées et des services militaires du Mali ont été dotés de connaissances nécessaires leur permettant de jouer pleinement leur partition dans la chaîne de commandement militaire tant organique qu'opérationnel. Reportage Ousmane Kouita et Salif Maïga. Ils sont 24 officiers stagiaires dont un personnel féminin qui compose la 6e promotion des officiers stagiaires du cours du certificat d'état-major de l'école d'état-major et de commandement au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Ils viennent de recevoir leur brevet et attestation après 3 mois d'intense formation à Koulikoro. Ils ont notamment été formés la tactique inter-armes et les procédures opérationnelles, les travaux écrits de synthèse et la correspondance militaire, la topographie, les travaux pratiques de synthèse orale. À ces enseignements s'est ajoutée une formation complémentaire en anglais opérationnel, en bureautique, ainsi qu'en droit international humanitaire et en droit des conflits armés,
Vous venez d'atteindre une étape cruciale dans votre carrière militaire. Vous avez été formé pour devenir des cadres en mesure de vous approprier et traduire en normes et instructions la vision du commandement. Votre parcours jusqu'ici n'a pas été facile. Et c'est ce qui rend votre succès encore plus remarquable. Le commandant Jonas Keita du génie militaire est sorti major de cette promotion avec une moyenne de 13,96. Il est suivi du commandant Mamadou Dambélé de l'armée de terre avec une moyenne de 13,79. Et le lieutenant-colonel Alma Hamadou Yakouba du génie militaire ferme le podium avec une moyenne de 13,50. Les cours ont été planifiés, conduits par des officiers maliens. Donc c'est ce qui nous rapproche davantage des idéaux de nos plus hautes autorités. Ces gens-là vont être déployés au niveau des PC théâtres. Donc ça peut nous amener encore une fois à faire avancer les opérations militaires. Parce que qui dit opération militaire dit planification. Ils ont évolué dans une situation qui est totalement la situation qu'on vit actuellement aujourd'hui au Mali. Donc une fois dans le cadre des opérations, les choses vont être déroulées normalement suivant les directives et l'idée du chef d'état-major général des armées. La revue des troupes, la remise des diplômes et d'insignes aux stagiaires et le défilé militaire ont constitué l'essentiel de cette sortie de la 6e promotion du coup d'état-major à Koulikoro. En 5 ans de la transition, cap sur les acquis dans le secteur de l'administration territoriale et de la décentralisation, l'adoption de la nouvelle constitution, l'opérationnalisation des nouvelles régions, la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ, la construction de vestibules pour les légitimités traditionnelles des régions, la création de l'Agence nationale de sécurisation des données d'état civil et le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national. Voilà autant de réalisations faites par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation conduite par le général de division Abdoulaye Maïga sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les détails avec Mamari Kone et Aliou Touri. Des défis relevés et des réalisations faites lors des 5 dernières années au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. En effet, ce département a joué un rôle central dans la mise en œuvre de la transition en cours au Mali. Sa mission principale est d'assurer la continuité de l'État sur l'ensemble du territoire national, de conduire les réformes institutionnelles et électorales et enfin de renforcer la gouvernance territoriale et de la décentralisation. À ce titre, le général des divisions Abdoulaye Maïga tient régulièrement des rencontres avec les gouverneurs des régions par visioconférence. Ces rencontres sont des cadres pour évoquer tout ce qui concerne le développement des régions. Il suit de près également la construction des vestibules des légitimités traditionnelles dans les régions, une matérialisation de la vision présidentielle. Les légitimités de Koulikoro, Bougouni, Ségou, Dioïla, Koutchala et San seront bientôt dotées de vestibules. Elles jouissent désormais d'un cadre juridique pour leur plus grande implication dans le processus de décision et de gestion des affaires publiques. Parmi les actions majeures réalisées, on peut retenir les réformes institutionnelles et électorales avec en toile de fond l'organisation du référendum du 18 juin 2023 ayant abouti à l'adoption de la nouvelle constitution. Elle a été promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Notre pays dispose désormais d'un cadre institutionnel conformément aux aspirations de la refondation exprimées par le peuple malien. Autre réalisation, la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ qui est effective avec le transfert des compétences du ministère à cette institution. L'objectif recherché est le renforcement de la transparence et de la neutralité électorale. Au chapitre de la gouvernance territoriale et de la décentralisation, il faut noter l'opérationnalisation des nouvelles régions, le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national à travers la nomination des représentants de l'État et de leurs collaborateurs dans toutes les circonscriptions administratives. Les gouvernorats et les cercles ont été réhabilités et équipés. Autre acquis, la reprise des cadres de concertation avec les acteurs politiques et les organisations de la société civile sur les réformes politiques et institutionnelles et la poursuite du processus de transfert des recettes budgétaires de l'État aux collectivités. Ce transfert a atteint un taux de 20,5%, soit un peu plus de 434 milliards de francs CFA. On note aussi l'augmentation des dotations budgétaires aux collectivités à travers l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT. Il convient de signaler le recrutement de 684 enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales. L'une des satisfactions aura été la récupération de la base de données RAVEC
par des informaticiens maliens à titre bénévole suivi de son remplacement par Malikoura Biométrique. Pour apporter des solutions aux contraintes liées à l'obtention des documents, le gouvernement a procédé à la création de l'Agence nationale de sécurisation des données d'état civil. Un pas de géant est fait dans la digitalisation de la gestion financière des collectivités territoriales, ce qui a permis une amélioration des services publics à travers la simplification des procédures administratives, la diminution des délais de délivrance des actes administratifs. Le ministre en charge de l'administration du territoire a organisé des concertations nationales pour la refondation entre 2021 et 2022. Des cadres permanents de dialogue avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile se sont tenus. Un accent a été également mis sur la médiation et la prévention des conflits locaux à travers les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. En termes de perspective, on retient la poursuite de l'amélioration des moyens humains, matériels et financiers de l'administration à travers notamment l'adoption de la politique nationale de l'administration du territoire et son plan d'action ainsi que d'autres réformes d'envergure. À cela s'ajoute la finalisation de la digitalisation de l'état civil et du fichier électoral, le renforcement des capacités opérationnelles des collectivités territoriales avec des ressources financières pérennes. Il s'agit aussi de consolider la présence de l'État et de la confiance des citoyens par des services de proximité efficaces. L'intensification des programmes de formation et de professionnalisation des agents administratifs et élus locaux constitue une priorité pour le département. Depuis novembre 2024, le ministère est appuyé par un ministre délégué en charge des réformes politiques et de l'appui au processus électoral. Ce département s'attelle à l'élaboration d'une nouvelle loi relative à la charte des partis politiques. Une charte qui prendra en compte les recommandations des Assises nationales de la refondation. Au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, les activités sont inscrites dans le cadre de la mise en œuvre des actions en vue de l'atteinte des objectifs de la Confédération des États du Sahel, AES. Malgré un contexte marqué par l'insécurité et les contraintes financières, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation sous la conduite du général de division Abdoulaye Maïga a réalisé des avancées notables dans les domaines de la réforme institutionnelle, de la gouvernance locale et de l'amélioration des services publics. Ces acquis constituent les fondements de la refondation de l'État malien par les autorités de la transition. La refondation de l'État, voilà un objectif cher aux autorités de la transition. Et sur ce terrain, beaucoup d'actes ont été posés au bout de 5 ans. On se rappelle de la mise en œuvre des recommandations du système de gestion intégré des ressources humaines, dont plus de 36 000 fonctionnaires ont vu leur salaire suspendu, le temps de se présenter pour le contrôle. Sédou Fomba nous parle de quelques-uns. Au nombre de 517, les recommandations des Assises nationales de la refondation de l'État ont été traduites en réalité, selon les autorités, sans dénaturation aucune, et cela dans le cadre stratégique de la refondation de l'État. Ainsi, au regard de la vision et des objectifs de la refondation de l'État, 5 axes stratégiques ont été retenus, à savoir gouvernance, réformes politiques et institutionnelles, défense, sécurité, paix et réconciliation et cohésion sociale, croissance économique et développement durable, capital humain, genre et inclusion sociale, jeunesse, sport, culture, artisanat et tourisme. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, 3 plans d'action ont été élaborés, dont le plan d'action de la refondation de l'État 2022-2025 et 309 actions seront mises en œuvre en 5 ans. Dans le cadre de la refondation de l'État, la nouvelle constitution promulguée par le président de la transition le 22 juillet 2023 apporte de nombreuses innovations, dont la création d'une Cour des comptes, le renforcement du contrôle parlementaire à travers la création d'une deuxième chambre, le Sénat, l'ouverture de la saisine du contrôle supérieur de la magistrature aux citoyens, la réaffirmation et la garantie de la séparation des pouvoirs, la constitutionnalisation des autorités et légitimités traditionnelles et leur implication directe dans le processus décisionnel national et la consécration des langues nationales comme langue officielle. Suite à la mobilisation de nombreux Maliens contre les sanctions de la CEDEAO le 14 janvier 2022, cette date a été retenue pour la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée et dont la première édition s'est tenue en 2023. Autre
acte posé dans le cadre de la refondation de l'État, la digitalisation de l'administration malienne. Pour moderniser l'administration, un programme de développement institutionnel deuxième génération a été élaboré. Des mesures ont été envisagées pour faciliter et assurer le suivi des relations entre le gouvernement et les autres institutions de la République. Le ministère chargé des relations avec les institutions joue un rôle clé dans la coordination et la communication entre l'exécutif et les autres institutions. La lutte contre la corruption demeure un souci majeur pour les autorités de la transition. C'est dans cet esprit qu'a été élaborée la stratégie nationale de lutte contre les phénomènes de la corruption. Le document de stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action quinquennal de 2023-2027 ont été approuvés par le décret numéro 2023 0546 PTRM du 21 septembre 2023 pour mieux faire connaître les documents de stratégie nationale de lutte contre la corruption et sensibiliser l'ensemble des couches de la nation dans le cadre de la prévention et la répression des faits de corruption. Des sessions d'appropriation ont été organisées. Les principaux résultats des opérations de recensement et d'identification biométrique des agents de l'État et des collectivités territoriales font état de 158 317 agents recensés pour l'ensemble des secteurs sur lesquels 122 166 agents ont été l'objet d'identification physique et biométrique. Par conséquent, il se dégage un nombre important d'agents qui ne se sont pas présentés au contrôle physique biométrique. Ce nombre s'élève à 36 151 agents. L'incidence financière annuelle de la prise en charge salariale de ces 36 151 agents non identifiés est estimée à 48 milliards 285 231 612 francs CFA, ce qui représente 4,57% de la masse salariale totale. Le montant ne comprend pas les cas de doublons, c'est-à-dire les agents qui émargent doublement au budget de l'État et ou des collectivités territoriales. 10 jours après avoir reçu les rapports d'exécution du projet subventionné, soit le 25 août 2025, le président de la transition a instruit le gouvernement de mettre en œuvre les recommandations formulées dans le dit rapport. Et la première mesure consiste en la suspension des salaires des 36 151 agents non identifiés. Le ministre de l'Économie et des Finances, accompagné de son collègue en charge des affaires étrangères, a dévoilé hier la vision Malikura Nyatasira, Kabessan, Baflanimbu Oroni Sabama, ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable aux partenaires du Mali. Ces partenaires techniques et financiers ont pris connaissance des axes stratégiques de ce projet ambitieux pour l'avenir du pays lors d'une rencontre d'échange. À l'issue de la présentation, ils ont exprimé leur soutien au projet Malikura Tassira. Compte rendu Cyril Traoré. La rencontre autour de la vision Mali 2063 répond à une demande des partenaires techniques et financiers du Mali qui ont souhaité s'imprégner des 5 axes stratégiques de la vision Malikura Nyatasira Kabensamba Flanimbi Oronsabama. Elle devra permettre aux diplomates et aux responsables d'organisations internationales d'inscrire leurs actions avec le Mali dans le cadre de cette nouvelle feuille de route. Une occasion pour le ministre en charge de l'économie et son équipe de passer au peigne fin les 5 axes stratégiques répartis sur 4 phases de 10 ans. La vision Malikura Nyatasira Kabensamba Flanimbi Oronsabama ne peut réussir sans l'adhésion et la contribution active de tous. C'est pourquoi il nous paraît indispensable de partager avec vous les axes stratégiques, les priorités et les orientations qui fondent cette vision afin de recueillir vos observations, vos analyses et vos recommandations éclairées. Du secteur de l'agriculture et de l'industrie en passant par les infrastructures routières, les réformes et la formation. Bref, tous les segments du développement n'ont été occultés. La vision Malikura Nyatasira Kabensamba Flanimbi Oronsabama devra ainsi répondre à une croissance à 2 chiffres d'ici 2063. Les partenaires techniques et financiers ont manifesté leur accompagnement pour la réussite de la nouvelle vision du Mali. Le Royaume-Uni reste engagé à travailler avec tous les partenaires pour renforcer la coordination et soutenir les priorités du Mali.
Cette réunion est une opportunité précieuse pour avancer ensemble vers des partenariats plus efficaces, plus inclusifs et plus modernes. Au nom de tous les PDF, vous rassurer de notre soutien à jouer notre partition dans le financement de cette stratégie, suivant vos priorités, vos axes clairement définis. D'ailleurs, un effort est en cours de réviser la charte du groupe exécutif de coopération pour non seulement aligner sa configuration aux 5 axes stratégiques de la vision 2063, mais également son élargissement à tous les partenaires. En définitive, le ministre en charge de l'économie a remis le document aux partenaires techniques et financiers pour plus de compréhension. Direction à présent Saint-Pétersbourg en Russie où le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme prendra part demain aux côtés de ses homologues de plusieurs pays à travers le monde au premier Forum international des cultures unies. En prélude à cette rencontre, le ministre d'Affaires a visité le musée russe Corpus Benois qui abrite des milliers de pièces consacrées à différentes thématiques. Quant au forum, il permettra aux différentes délégations d'échanger sur les industries créatives et des perspectives de collaboration entre institutions des divers pays. De Saint-Pétersbourg, suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Alousseni Touré et Abou Koni. Le musée russe de Corpus Benois est situé en plein cœur de la ville de Saint-Pétersbourg, capitale culturelle de la Russie et de l'Europe. Ce musée contient des dizaines de milliers de pièces consacrées à plusieurs domaines, dont la mer, c'est-à-dire l'océan. Le ministre de l'Artisanat était particulièrement impressionné par la qualité des œuvres et pièces de cet impressionnant musée. On vient de visiter cette grande exposition sur les bateaux et la mer et sur la qualité artistique qui nous a fait voyager un peu dans le temps. Donc c'est tout simplement magnifique et très beau et qui nous inspire pour nos actions au Mali. Quant au 11e forum consacré aux cultures unies, il est l'occasion pour les ministres et les différents acteurs culturels de tracer les voies d'une collaboration solide et durable dans le domaine culturel, conformément au thème de cette édition. C'est un forum international des cultures unies. Saint-Pétersbourg, c'est la capitale culturelle de la Russie. Donc c'est pour dire tout simplement que nous sommes ici dans la tradition, mais aussi nous sommes ici dans une dynamique d'industrie créative et de l'économie créative. Aussi c'est pour faire le pont entre nos cultures et celles de la Russie. Ici, ils ont une grande conscience du passé, des victoires, des combats et des questions mémorielles sont véritablement protégées et mises en valeur, qui servent de levain pour la Russie d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que c'est cette voie que nous avons empruntée avec la déclaration de l'année de la culture. Parce que le thème même du forum, c'est le retour aux sources. Donc ça va être un moment de communion et de partage, d'expérience, autour des projets concrets sur la jeunesse et sur l'économie créative. La tenue de ce forum à Saint-Pétersbourg est une réponse aux tentatives hégémoniques de certains pays de la planète de mettre la culture dans un carcan et étouffer l'expression d'une partie significative de la planète. Retour au Mali, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et celui du CSDM, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, ont rencontré le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Cette visite a permis au nouveau président du CSDM d'avoir les conseils et les orientations du ministre pour la réussite de sa mission. Batraouri. Le bureau du CSDM, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, sort d'un feuilleton juridique de 7 ans à l'issue duquel Baïdi Dramé est reconnu nouveau président. Ce dernier estime nécessaire de rencontrer le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine pour bénéficier de son conseil pour la bonne marche de son association. Une rencontre unitaire pour expliquer au ministre que désormais les deux entités vont travailler ensemble, vont cheminer ensemble, puisqu'on est complémentaires, on ne peut pas être des adversaires. La présence à cette rencontre du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est significative. Elle démontre l'entente des fils du Mali établis à l'extérieur qui veulent désormais travailler en symbiose pour l'édification d'un Mali nouveau et prospère. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Donc aujourd'hui, notre pays traverse des situations où il est très important que ses filles et fils
doivent se donner la main pour vraiment faire face aux défis qui sont du leur. Et notre seule façon de pouvoir mieux aider nos gouvernants, c'est effectivement de rester unis, solidaires et être derrière eux, afin de les aider à nous amener au bon port. Le nouveau président du CSDM a précisé que l'heure de la division au sein de l'association est révolue. C'est pourquoi il lance un appel à tous pour adhérer au CSDM, car les portes de l'association restent ouvertes. La gestion des questions migratoires est régie par la PONAM, entendue par la politique nationale de migration. Il s'agit d'un document de référence pour le département et ses structures techniques qui présentent aujourd'hui des insuffisances. C'est dans ce cadre que s'est tenu hier au sein du département un atelier interne de relecture, un processus qui a été enclenché en décembre 2023. Tiamoko Konate. Politique nationale d'immigration, le fil conducteur des actions du département en charge de la question au bénéfice des compatriotes de la diaspora qui de nos jours avoisine 6 millions de personnes. La politique en question définit les orientations stratégiques contenues dans un document en vigueur depuis septembre 2014. Des Maliens en détresse partout dans le monde. Le cas britannique constitue au fait une illustration parfaite en termes de protection et d'assistance. Au-delà, pour le développement national, le Forum international d'investissement de la diaspora, nous venons de sortir dedans. Des corps qui sont rapatriés, c'est jamais vu. Et pourtant, c'est des réalités aujourd'hui. Entre autres initiatives qui, selon notre interlocuteur, découlent des innovations introduites dans la conduite des affaires par l'actuel ministre Moussa Agatayer. Cependant, les documents de politique présentent des insuffisances qui entravent le département dans sa démarche. D'où cet atelier interne de réflexion qui constitue une étape stratégique du processus de relecture en cours depuis décembre 2023. Il s'agit pour nous de traduire en réalité palpable la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, celle de faire de la diaspora malienne un puissant levier de la souveraineté retrouvée et du Mali, un État fort dans le concert des nations. La réussite de ce chantier ne dépendra pas seulement de la pertinence de nos orientations stratégiques. Elle dépendra aussi de notre capacité individuelle et collective à mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Pour ce faire, le ministre annonce la tenue prochaine des consultations régionales impliquant la société civile, notamment les femmes et les jeunes. Ces consultations seront élargies aux acteurs concernés à travers les plateformes numériques et les représentations diplomatiques et consulaires. Il s'agit à terme de renforcer les mécanismes de mobilisation des financements pour mieux faire face aux questions migratoires. Lancement hier des sessions de formation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, APCM, et la Fédération nationale des artisans du Mali, FENAM. Durant 7 jours, plus de 100 maîtres artisans seront formés en énergie solaire, photovoltaïque et en broderie chinoise. Les sessions de formation sont initiées et financées par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle et d'apprentissage FAFPA. Le point avec Fantamo Magnentao. Le Mali, étant connu comme un pays riche en traditions artisanales, fait face à beaucoup de défis en termes de développement économique et de lutte contre le chômage. Les membres de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali et la Fédération nationale des artisans du Mali se forment. Au regard des besoins énergétiques de plus en plus croissants des entreprises artisanales dans plusieurs domaines, nous osons espérer que la formation en technique d'installation d'équipements solaires photovoltaïques contribuera sans nul doute à l'accroissement de l'utilisation de l'énergie renouvelable qu'est le soleil. Permettez-moi de saisir cette occasion pour adresser une fois encore nos sincères remerciements au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, pour avoir bien voulu gracieusement offrir des kits solaires à 300 artisans et entreprises artisanales en cette année décrétée année de la culture. Selon les bénéficiaires, les formations sur les 2 thématiques viennent à point nommé. C'est pour nous permettre vraiment d'améliorer notre connaissance. Le matériel qu'on vient de nous donner vient à point nommé. Ça va nous permettre de créer l'emploi au niveau de nos unités. Le ministre en charge de l'emploi a rassuré les maîtres artisans que son accompagnement ne fera pas défaut. Ces 2 formations incarnent une vision forte, celle
du président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Formé pour transformer l'économie en la rendant plus verte, plus inclusive, plus innovante. Transformer des parcours de vie en donnant à chaque artisan et chaque artisane la possibilité d'apprendre, d'évoluer et de réussir. Le directeur national de l'agriculture et certains techniciens sur le terrain. Objectif à constater de visu l'évolution de la campagne agricole. Au plan national, il est attendu une production d'environ 11 millions de tonnes, toutes spéculations confondues au titre de la campagne agricole en cours. La visite a concerné le champ d'Amadou Sidibé à Katibougou dans la commune rurale de Mondé. Les ressorts de cette visite qu'à ces jours, 98 à 100% des emblavures sont atteints. Aussi, la situation phytosanitaire est calme dans l'ensemble. Reportage Djema Moussa Konati. Cette mission de supervision nationale de la campagne agricole 2025 a tout d'abord visité le champ de maïs d'Amadou Sidibé à Katibougou. Amadou Sidibé cultive un champ de 21 hectares répartis entre différentes spéculations. Les visiteurs ont constaté que les parcelles ont une bonne emblavure. Occasion pour Sidibé de saluer les efforts consentis par les autorités pour la mise à disposition à temps de l'engrais subventionné. Dans mon pays, il y a une mission nationale qui s'occupe des producteurs, qui viennent voir ces problèmes, ces réussites, pour que tout le monde le sache. Ça, c'est vraiment quelque chose d'encourageant pour l'agriculture. Et cette année, on n'a pas eu beaucoup de chenilles légionnaires par rapport à l'année dernière, parce que bon, les pluies ont été reparties régulièrement. Bon, c'est les oiseaux qu'on craint un peu. Et là aussi, on est équipé. La culture de M. Sidibé, l'évolution est normale avec un aspect végétatif vraiment impressionnant, parce que c'est un producteur vraiment qui écoute les conseils de nos agents. C'est vrai qu'il utilise aussi de la fumure minérale, mais il met l'accent en tout cas sur la fumure organique et sur les semences. Selon les visiteurs du jour, l'état des plantes donne de bonnes perspectives. Nous demandons à tous les producteurs, l'hivernage, c'est lever tôt, préparer la fumure organique, chercher des bonnes semences et songer aux entretiens culturaux. Depuis que nous sommes sortis sur le terrain, nous avons constaté une réelle satisfaction du déroulement de la campagne. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 98% de nos prévisions. Et certaines spéculations même ont dépassé les 100%, notamment le maïs, le mil sorgho, le sésame, le soja, l'arachide. Nous avons un ton très satisfaisant. Selon les spécialistes, la superficie nationale, toute spéculation confondue, est de 8 millions d'hectares cette année pour une production d'environ 11 millions de tonnes. Je vous l'annonçais au sommaire, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a présidé hier l'ouverture des travaux de la deuxième édition de l'Université d'été de la Confédération des États du Sahel. Les débats sont essentiellement focalisés sur l'engagement de jeunes pour la construction des États de la Confédération. Ils sont plus de 300 jeunes participants à cette deuxième édition de l'Université d'été de l'AES ici à Bamako. Reportage Youssouf Diakité et Idrissa Traoré. Cette université d'été des volontaires de l'AIS est une initiative soutenue par les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel et pilotée par les départements en charge de la jeunesse de la Confédération. L'objectif, c'est de créer une synergie d'action entre la jeunesse de l'espace en vue de faire face aux défis notamment sécuritaires, mais surtout de développement. Quand un jeune tend la main pour servir le pays, se redresse d'1 centimètre. Multiplier ce geste par 1000, et c'est la colonne vertébrale de tout un pays qui se redresse. Le cadre de réflexion pour le développement économique et social du Burkina Faso est un des acteurs majeurs pour la mise en route de l'initiative Université d'été de l'AIS. Je voudrais exprimer les sincères remerciements aux plus hautes autorités
du Burkina, du Mali et du Niger qui ont bien voulu soutenir cette initiative portée par l'organisation de la société civile CADES-BF. C'était également l'opportunité pour les directeurs généraux des centres de volontariat du Mali, du Niger et du Burkina Faso d'inviter la jeunesse de l'AIS à plus d'engagement en faveur du développement de l'espace. Cette initiative vise à créer un cadre stratégique, inclusif et participatif de formation, de dialogue, d'engagement et de co-construction des alternatives de transformation dans le contexte de l'Alliance des États du Sahel. Le ministre de la Jeunesse et des Sports du Mali, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, rassure quant à l'opérationnalisation des recommandations formulées à l'issue de ces 3 jours de travaux. Cette édition malienne vise à approfondir les réflexions sur le rôle stratégique et l'engagement des volontaires de nos 3 États membres. Ce sont plus de 300 participants que vous êtes ici, issus des 3 pays membres, qui se réunissent ici pour formuler des recommandations fortes, concrètes et réalistes en vue de promouvoir et renforcer l'action volontaire dans notre espace communautaire. Tous ont bien apprécié la pertinence des thématiques débattues, sécurité, promotion de la jeunesse et développement. Tenue de la 3e session ordinaire de l'exercice budgétaire au titre de l'année 2026 du Conseil régional de Koulikoro, un exercice qui a permis de définir les grandes orientations budgétaires de l'année à venir. À noter qu'au cours de cette session inaugurale, quelques difficultés ont été soulignées dans la mobilisation des ressources financières. Adama Traoré. Les administrateurs du Conseil régional de Koulikoro se sont réunis à la faveur de la 3e session ordinaire du Conseil. Une session qui a permis d'examiner la communication autour des stratégies de mobilisation des ressources et des prévisions budgétaires. Nous avions aujourd'hui des difficultés parce que il y a la région de Koulikoro qui a été scindée en 3. C'est-à-dire la région de Koulikoro elle-même, la région de Dioïla et la région de Nara. Et ces ressources financières manque clairement à la région. Et c'est pour cette raison que nous faisons un SOS aux hautes autorités pour que vraiment les ressources là puissent être débloquées. Dans le cadre des perspectives, ils invitent les services d'assiette à plus de regard sur la situation actuelle du Conseil régional de Koulikoro. Tels que les impôts, tels que les domaines de foncier. Alors on leur demande vraiment de beaucoup de discernement pour que la mobilisation pour l'année 2026 puisse être vraiment de façon substantielle. Cette 3e session ordinaire du Conseil régional a formulé des recommandations sur certains aspects de la mobilisation, le manque de retombées des ressources dues à leur paillage, le manque de systèmes de récupération de certaines ressources des collectivités territoriales niveau commune. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau, s'il plaît à Dieu. Así voy.